Et au fur et à mesure, s'il y a des gens qui vont arriver, il faut me faire signe pour que je puisse les admettre. Parce que quand je vais passer sur l'écran des diapos, je vais pas. je- Peut-être le son va me prévenir, oui, peut-être. Voilà, il y a quelqu'un qui arrive. Voilà, en fait, j'ai partagé l'écran, tout mon écran. Donc, et tout de suite, on va brancher vers le cours. Donc, le voici, le cours. C'est le cours numéro 2. Le cours numéro 2, c'est qualité logicielle. Alors ici, est-ce que vous arrivez à voir les diapos? Oui, madame. Très bien. Regardez, donc ne vous en faites pas. The course number 2, Software Quality Requirement, it's in English, c'est en anglais. J'avais fait un effort l'an dernier de traduire le cours, il était en français, mais j'ai traduit en anglais. C'est pour passer progressivement à la version anglaise dans l'enseignement. Mais ne vous en faites pas, l'explication, je vais la faire en français. Et le plus intéressant dans tout ça, regardez, vous avez le résumé tout entier de ce cours, c'est-à-dire que le contenu du cours, je l'ai repris ici en français. Donc, par exemple, qualité logicielle, vous voyez un peu la définition, les attributs de mesure de la qualité, disponibilité. Donc, en fait, sur les diapos, vous trouvez, par exemple, disponibilité, vous trouvez le mot availability. Alors, interopérabilité et interopérability. Par exemple, sécurité, security, etc. Donc, c'est-à-dire que là, ça reprend tous les principes qui sont sur les diapos en anglais, mais l'explication, elle est en français. Donc, je vous donne les diapos en PDF et je vais vous envoyer aussi le résumé qui est en français. Ça va vous permettre et d'avoir le cours en français, en même temps avoir une version en anglais, ce qui va vous permettre de faire un peu, vous informer un peu sur les deux. D'accord? Donc, l'explication, elle est en français, ne vous en faites pas. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. En attendant, je vais accepter des gens parce que il y a des gens qui demandent à être admis. Admit all, voilà. Très bien. Donc, je reprends le cours. Le cours numéro 2, c'est la qualité d'un logiciel. Donc, software quality requirement, exigence. Donc, software quality requirement, c'est exigence de qualité pour un logiciel. Requirement, c'est exigence. D'accord? Donc, il faut absolument qu'un logiciel répond à certains critères de qualité. Parce que maintenant, il faut pas simplement faire un logiciel, encore faut-il qu'il répond à des critères de qualité. Bien sûr, des critères de qualité, il ne faut pas que ce soit des qualités à 100%, parce que sinon, je vais passer beaucoup de temps pour développer. Je vais perdre beaucoup d'argent parce que je vais investir beaucoup d'argent pour développer. Donc, c'est-à-dire qu'il faut garder un équilibre entre l'investissement en coût, en argent, et le temps alloué pour développer et le minimum de qualité requise pour un logiciel. En fait, il y a des paramètres qu'il faudra respecter pour arriver justement à ce minimum de qualité d'un logiciel. Voilà, je vais passer la diaporama. Voilà. Donc, vous avez donc le plan du cours. Il est divisé en deux paliers principaux. Attendez, je vais essayer de voir s'il y a possibilité, voilà, d'accepter des gens. Voilà. Control. Yes. Voilà, donc oui, les gens arrivent petit à petit, ils auraient dû quand même, parce que quand le cours commence, c'est vraiment gênant. Voilà. C'est pas possible ça. Donc, je ne sais pas si vous pouvez dire à vos camarades de venir d'un coup, comme ça je vais accepter tout le monde et ça ne va pas nous perturber pour enchaîner sur le coup. Mais c'est pas grave. Monsieur Moshkil. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, la qualité logicielle, donc nous avons divisé ça en deux paliers. Donc, là, le premier palier, c'est ce que vous voyez en carré bleu, c'est du point de vue utilisateur. Donc, point de vue utilisateur. Et ici, du point de vue développeur. Donc, c'est-à-dire que du point de vue utilisateur, qu'est-ce qu'on requiert comme critère de qualité? Et du point de vue développeur, qu'est-ce qu'on demande comme critère de qualité pour le développement?
Donc, du point de vue utilisateur, on demande la disponibilité, enfin, l'utilisateur demande la disponibilité, l'interopérabilité, la sécurité, la performance, l'utilisabilité et la complétude. D'accord? Et du point de vue développeur, euh, donc, il y a le critère de validité, le code il faut qu'il soit valide, fiabilité, flexibilité, efficacité, portabilité, réutilisabilité qui est un caractère très 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 important dans la qualité d'un logiciel, testabilité aussi c'est un caractère important, intégrité, maintenabilité et modifiabilité. Attendez, je vais accepter des gens. Est-ce que je peux le faire? Attendez, voilà. Est-ce que je peux le faire? Pardon, parce que ce micro, je n'ai pas vraiment une bonne souris. Voilà. Admit. Je reviens à mes diapos. 5. Voilà. Donc, commençons par le premier palier qui est la qualité du point de vue utilisateur. Les gens arrivent un à un, c'est vraiment gênant. C'est pas grave. Donc, revenons. Commençons par les critères de qualité ou bien les exigences de qualité du point de vue utilisateur. Nous avons la disponibilité, l'interopérabilité, la sécurité, la performance, l'utilisabilité, la complétude. Donc, commençons par la disponibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Veut dire que le système ou bien le logiciel doit être tout le temps opérationnel. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir un moment donné, une période donnée, où il n'est plus disponible. D'accord? Donc, il faut qu'il soit tout le temps disponible. D'accord? S'il y a un petit incident, il faut que la conception de notre logiciel fait en sorte de trouver la solution vite fait. Par exemple, si par exemple nous avons des données auxquelles on n'arrive pas à accéder dans le logiciel, il devrait y avoir le double de la base de données qui contient les mêmes données. Donc, à un moment donné, une base de données qui n'est pas disponible pour un petit problème. Donc, le système devra muter vers la deuxième base de données pour pouvoir continuer à fonctionner. Donc, ça veut dire que le système est tout le temps disponible. Supposons il y a une coupure de courant. Il faut qu'on prévoit comme solution, par exemple, s'il y a coupure de courant, il y a un groupe électrogène qui prend le relais. Donc, ça veut dire que le système continuera toujours à fonctionner. Et s'il y a un petit pépin, quoi que ce soit, donc il y a toutes les solutions qui ont été euh, prévues. Attendez. Cela permet de rendre quoi? De rendre le système tout le temps disponible, quel que soit l'incident qui peut arriver à un moment donné. D'accord? Donc, ça veut dire que le système, la disponibilité d'un système, elle peut être mesurée comment? En déterminant par combien de façons, par quelle façon il peut recouvrir tous les petits problèmes auxquels il est confronté à travers le temps. Comme des erreurs système, des mises à jour à travers le temps. Donc, le fait qu'il trouve des solutions ou bien qu'il peut recouvrir ce genre d'incident, ça veut dire que le système sur le plan qualité et disponibilité, il est bien. Donc, il y a une bonne conception, une bonne réalisation d'un système logiciel. Il faut qu'elle prenne en considération ces aspects-là. Il faut que le système soit tout le temps disponible. D'accord? Donc, vous avez aussi une deuxième qualité, c'est l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est l'aptitude d'un système logiciel à pouvoir communiquer et à partager des données avec d'autres systèmes externes à lui. Donc, si, par exemple, supposons nous avons un logiciel qui fait, je ne sais pas moi, qui fait
la gestion des salaires des travailleurs dans une entreprise. Donc, nous avons un logiciel pour la gestion des salaires. Donc, maintenant, je sais que, par exemple, pour payer un employé, le salaire d'un employé, on le fait chaque mois. Et par exemple, supposons cet employé, il s'est absenté de façon injustifiée durant le mois. Supposons qu'il s'est absenté de façon injustifiée une semaine. Normalement, son salaire, je vais le déduire de 16 jours. Donc, je ne vais pas le payer 30 jours. Je vais lui payer l'équivalent de 25 jours parce que 25 jours, c'est le nombre effectif de jours qu'il a réellement travaillé. Maintenant, d'où est-ce que je sais que je dois lui déduire 16 jours? C'est parce que quelque part, il y a un système qui fait la gestion du personnel. Donc, un autre logiciel qui fait la gestion du personnel. Donc, ce logiciel, qu'est-ce qu'il fait? Il comptabilise, par exemple, parmi les traitements qu'il fait, il comptabilise le nombre de jours d'absence d'un employé. Maintenant, si mon système de gestion de salaire est interopérable, il peut communiquer avec le logiciel gestion du personnel et ce logiciel peut partager l'information sur l'employé. Il peut envoyer au logiciel gestion de salaire que cet employé, le nombre d'absences est égal à 5. Du coup, le logiciel de gestion de salaire, il va calculer le salaire de l'employé moins les 5 jours qui s'est absenté. Donc, cette façon de communiquer l'information d'un système à un autre, ça revient à dire que mon système de gestion de salaire, il est interopérable. Ça veut dire qu'il peut communiquer avec d'autres logiciels externes à lui en vue de partager des données ou bien faire des traitements communs ou autres. Euh, par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, donc vous voulez aller en voyage pour faire Umrah ou bien le Hajj. Donc, il est possible de réserver, par exemple, vous allez vous inscrire, supposons qu'il y a un logiciel qui fait que vous pouvez vous inscrire directement en ligne, par exemple, pour faire Umrah et le Hajj. Vous confirmez votre paiement et ce logiciel, il peut communiquer, par exemple, avec le logiciel de réservation d'avion. Il peut communiquer avec un autre logiciel qui fait la réservation d'hôtel et peut-être un autre logiciel qui fait la réservation de taxi. Donc, c'est ce logiciel d'inscription à la Umrah, par exemple, ou bien le Hajj, il peut communiquer avec trois autres logiciels externes qui sont la réservation d'hôtel, la réservation d'avion, la réservation de taxi. Et quand il vous fait les réservations des trois paliers, des taxis, l'avion et l'hôtel, donc votre inscription à la Umrah, elle est confirmée. Donc vous voyez bien que le logiciel gestion de la Umrah, il est interopérable parce qu'il arrive à communiquer, à partager l'information avec d'autres logiciels externes. C'est la qualité d'interopérabilité et c'est une qualité. Effectivement. Non ما جاش صوت. Vous m'entendez? Ça s'est coupé pour moi. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. D'accord, parce que mon micro allait redémarrer. Et maintenant, donc, j'ai repris le contrôle. J'espère qu'il ne va pas redémarrer une autre fois. Voilà, donc je reviens, je partage. Très bien, donc on était sur la diapo. OK, PowerPoint. Qu'est-ce qu'il dit, PowerPoint? Voilà, donc je reviens. Je vais ouvrir le cours numéro 2. Interopérabilité. Donc, on a bien compris, l'interopérabilité, c'est la possibilité de pouvoir partager l'information et de communiquer avec d'autres systèmes externes.
Un troisième aspect qualité qui est important, c'est l'aspect sécurité. Sécurité des traitements, sécurité des données, sécurité d'accès, sécurité à tous les niveaux. Donc, le système doit avoir l'habilité de protéger les données sensibles. Des données sensibles, des accès qui ne sont pas autorisés ou bien authentifiés. D'accord? Donc, il faut mettre une politique de sécurisation pour l'accès à ces données-là. D'abord pour l'accès à ces données, pour l'accès aux logiciels qui manipulent ces données. Donc, toute une politique est à mettre en place lorsque vous développez un logiciel. Donc, pensez souvent lors du développement que l'aspect sécurité, c'est un palier très, très important à prendre en considération lors du développement d'un logiciel. Donc, tout ce qui s'impose comme techniques, comme outils, comme mécanismes à mettre en œuvre pour rendre la sécurité la plus fiable possible, il faut le faire. Parce que quand vous avez des données à manipuler, surtout des données sensibles, surtout sur des données sur les personnes réelles, par exemple l'état de santé des gens, ou bien le salaire des personnes, ou bien la vie privée, etc. Donc, vous trouvez ces données-là, par exemple, qui ne sont pas protégées, donc ça pose problème parce que ça enfreint un petit peu la loi, parce que la loi protège la vie privée des personnes. Donc, il y a des données aussi qui sont sensibles donc, à l'échelle d'un État, carrément. Par exemple, imaginez que les données de l'Algérie ne sont pas protégées à tous les niveaux. Et bien, tout le monde peut utiliser ces données-là pour nous attaquer d'une certaine façon. Une attaque à travers l'Internet, donc la cybercriminalité, ou bien une attaque genre intrusion d'un pays pour introduire ces données, ou bien pour nous soutirer un petit peu les secrets de notre pays, etc. Donc, les données et l'intégrité des données, c'est important à prendre en considération comme un palier très, très important à ne pas négliger lorsque vous développez un logiciel. Donc maintenant, lorsque vous êtes un développeur, vous n'avez pas simplement le côté technicité pure pour développer le logiciel. Il faut étoffer ce développement de logiciel avec des aspects qui sont très, très importants et parmi lesquels il y a la sécurité qui est un aspect très, très important à prendre en considération. Donc, vous avez aussi les performances. Et c'est une autre exigence de qualité qui est la performance. C'est à quel point le logiciel permet si vous voulez, de répondre aux différentes commandes et événements et à quelle efficacité, si vous voulez. Donc, à quel point ce système est capable de répondre à toutes les commandes, qu'elles soient utilisateurs ou bien à tous les événements, que ce soit système, euh, à travers le temps. Donc, la latence, si vous voulez, latency, mesure le temps que prend, par exemple, une tâche pour produire, par exemple, une sortie. Par exemple, le système ou bien votre logiciel, vous lui donnez une tâche à réaliser ou bien des données à traiter. Donc, il fait des traitements. Maintenant, son efficacité, ou pas son efficacité, sa performance, c'est quoi? C'est en combien de temps il peut me répondre. S'il me répond le plus rapidement possible, ça veut dire que votre logiciel, il est performant. Je peux avoir à utiliser cette même tâche dans un autre logiciel développé par un autre développeur. Par exemple, ça prend beaucoup plus de temps. Et dans ce cas-là, ce logiciel, il n'est pas performant par rapport au premier qui me répond le plus rapidement possible. Donc, le temps de réponse et la rapidité de cette réponse, c'est important qu'elle soit la plus courte possible. Si un logiciel répond de façon efficace, de façon courte, donc ça veut dire que votre logiciel, il est performant et du coup, il est de qualité. Donc, vous avez un cinquième paramètre de qualité, c'est l'utilisabilité. C'est-à-dire que, à quel point il est facile d'utiliser les fonctionnalités de votre logiciel ou bien de votre système. Et même sans être formé, sans avoir un background, sans avoir un prérequis initial sur le logiciel et sans être formé, est-ce que c'est facile pour vous d'utiliser un nouveau logiciel ou pas? S'il est facile pour vous d'utiliser ce nouveau logiciel sans être informé, sans avoir un prérequis dessus,
ça veut dire que ce logiciel, il a vraiment une qualité extraordinaire parce qu'il est facile d'utilisation. Donc, on peut le comparer, comme je l'ai dit une fois dans le premier cours. Par exemple, quand vous ouvrez un équipement électroménager, supposons un mixeur ou bien un robot, si à l'ouverture, sans lire le manuel d'utilisation, ni le guide, ni rien du tout, vous arrivez à le brancher, à le faire monter, à le faire fonctionner, ça veut dire cet équipement électroménager ménager, il a une qualité de conception extraordinaire puisqu'il est facile d'utilisation. Par contre, à l'instar d'un autre équipement électroménager, vous pouvez ouvrir le boîtier. Ensuite, vous n'arrivez pas, vous trouvez bizarre les parties qui le composent, donc vous n'arrivez pas à les faire monter. Ensuite, vous allez lire le manuel et puis le manuel, il s'avère compliqué. Ensuite, il vous met des schémas, vous suivez pas à pas les schémas, c'est pas facile. Ensuite, vous demandez un avis d'un de vos membres de famille et il n'arrive pas à vous aider. Ensuite, vous vous branchez à l'Internet pour demander un peu d'aide sur le Google. Donc, vous passez un temps énorme avant de pouvoir le faire monter correctement et avant de pouvoir le brancher et le faire fonctionner. Si cet équipement électroménager présente toutes ces difficultés pour le faire démarrer, ça veut dire en termes de conception, il n'est pas facile d'utilisation, ça veut dire qu'il n'est pas de bonne qualité. Donc, c'est la même chose, it's exactly the same as a software. Donc, un logiciel qui a la qualité de facilité d'utilisation, ça veut dire que c'est une qualité en sa faveur, c'est-à-dire que c'est une qualité intéressante pour le logiciel. Maintenant, il faut, lorsque vous faites votre conception, votre réalisation de logiciel, il faut veiller à ce que ce logiciel soit facile d'être utilisé. Donc, ici, si vous voulez, vous allez investir du temps pour que la conception et la réalisation soit facile d'utilisation. Ça veut dire que plus tard, vous n'allez pas beaucoup souffrir. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas obligé de former des gens et vous passez beaucoup de temps à leur apprendre comment utiliser le logiciel. Vous ne serez pas obligé de faire un manuel d'utilisation qui explique le détail du détail pour que les gens sachent comment utiliser le logiciel. Vous ne serez pas sollicité à chaque fois pour un petit rien du tout, comment on appuie sur ce menu, qu'est-ce qu'il nous donne, ce bouton, etc. Parce que à la conception, vous avez fait tout votre possible, tout l'effort pour que la conception et la réalisation du logiciel vous donne quelque chose, un logiciel qui est vraiment intuitif et qui est facile à être utilisé. Donc, c'est un investissement que vous faites au départ, mais le retour d'investissement, vous le récoltez après, lorsque le logiciel commence à être exploité par le end user ou bien le client. D'accord? Et il faut que le logiciel, une des qualités, il faut qu'il soit complet. Complet dans le sens, il doit assurer toutes les fonctionnalités spécifiées dans les exigences. Ces exigences, où est-ce qu'on les retrouve? On les retrouve dans le cahier de charge. Le cahier de charge, qu'est-ce qu'il traduit? Les besoins du client, les besoins fonctionnels ou bien les besoins non fonctionnels. Ce sont des exigences par la suite qu'il faudra implémenter entièrement. Donc, un logiciel est complet, c'est toutes les exigences requises, demandées par le client, ont été entièrement implémentées. Toutes les exigences ont été complètement implémentées et la documentation aussi qui va avec a été complète, a été rédigée complètement et c'est vrai que cette documentation, elle décrit tous les cas possibles, les données, le système de test, les erreurs, les user interface, toute la documentation relative au logiciel en termes de données, en termes de cas possibles à tester, en termes d'erreurs possibles qu'il est possible de rencontrer, etc. Il décrit aussi l'interface du logiciel, lorsque j'appuie sur un bouton, qu'est-ce que ça me donne, sur ce menu, qu'est-ce que ça me donne, et ainsi de suite. Donc, la complétude, c'est lorsque je retrouve dans un logiciel toutes les exigences du client complètement implémentées, accompagné de tout ce qui est nécessaire comme document
pour guider celui qui va utiliser le logiciel. Voilà, donc je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive, je ne sais pas, attendez. Est-ce que quelqu'un arrive? Attendez. Admit. Voilà, donc je reviens. Cette première partie, oui, كاين ميساج في الشات. il y a un message sur le chat. Attends, je vais voir. Attends. Il y a un message dans le chat. OK. Voilà, il faut quoi le cahier de charge, madame? Il fait quoi le cahier de charge? En fait, comme je vous ai expliqué dans le cours et je l'ai un petit peu expliqué dans le TD, le cahier de charge, parce qu'à partir du moment où vous faites, vous allez développer des logiciels. En fait, vous devenez ce qu'on appelle un éditeur de logiciels, c'est-à-dire celui qui fabrique des logiciels. Donc, on vous appelle un éditeur. Et cet éditeur, donc, c'est une entreprise de développement, donc on appelle éditeur de logiciels. Et puis, en tant qu'entreprise de développement de logiciels, vous aurez des clients qui vont venir vers vous. Ces clients, c'est des demandeurs de logiciels. Par exemple, supposons que vous avez une entreprise d'édition de logiciels. Moi, je viens chez vous et je vous dis, écoutez, moi, j'ai besoin d'un logiciel qui va, c'est pour ordonner mes documents et mes cours et mes TD. Je veux avoir un répertoire bien classé, là où je retrouve mes cours, mes TD, mes TP. Je trouve par exemple mes sections, les noms des étudiants, les notes, les rappels. Par exemple, quand arrive un contrôle, j'aurai un rappel. Par exemple, ça me donne la main pour saisir les notes, ça calcule tout seul les moyennes, etc. Ça, c'est ce que je veux comme logiciel. Je suis le client, je veux ce logiciel. Alors, ce logiciel que je veux, tel que je vous ai décrit, je dois le mettre dans un cahier de charge. Ce sont mes besoins. Les besoins que je dois exprimer pour que vous puissiez les développer pour moi. Donc, ces besoins, c'est des besoins fonctionnels. Moi, parce que je vous demande de me faire, par exemple, de me créer un répertoire pour les cours, les TD, de me faire des notifications de calcul à moyenne. Ça, c'est des besoins fonctionnels, des besoins métiers. C'est du code métier relatif à la gestion d'un répertoire d'un enseignant. D'accord? Maintenant, avec ces besoins fonctionnels, il peut exister aussi des besoins non fonctionnels. Par exemple, je voudrais que mes données soient sécurisées. Je voudrais, par exemple, que le logiciel que vous allez fabriquer pour moi, je pourrais l'installer sur ma laptop et sur mon notebook et sur mon smartphone. Et je pourrais faire communiquer le laptop avec smartphone, avec notebook. Donc, je voudrais que mon logiciel soit interopérable, par exemple. Ça, c'est des besoins non fonctionnels. Imaginez ces besoins fonctionnels. En plus des besoins non fonctionnels, on les ramasse tous dans un document qu'on appelle le cahier de charge. Et à partir de ce cahier de charge, je vous le remets en tant qu'éditeur de logiciel. Vous allez prendre ce cahier de charge, vous allez tirer de ce cahier de charge les exigences, c'est ce qu'on appelle les exigences du client. C'est-à-dire que les besoins que je vous ai exprimés peut-être en langage naturel, vous allez les formaliser un petit peu. Par exemple, en termes d'exigences, vous les formalisez sous forme de quoi? Sous forme d'un formalisme plutôt concepteur. Par exemple, vous allez utiliser des diagrammes de use case, diagrammes de classe, pour formaliser mieux ce que je vous ai dit en langage naturel. D'accord? Donc, le cahier de charge, en fait, ça rassemble tous les besoins du client, les besoins fonctionnels ou non fonctionnels. Sans ce cahier de charge, vous ne saurez pas qu'est-ce que vous devez développer pour moi. Donc, vous devez, en tant qu'éditeur de logiciel, vous baser sur un document de travail. Ce document reflète ce que veut le client comme fonctionnalité dans le futur logiciel qu'il demande et les fonctionnalités sont exprimées sous forme de besoins fonctionnels et avec ces besoins fonctionnels, il y a d'autres fonctionnalités qu'on va programmer pour lui parce que ce sont des exigences aussi intéressantes à prendre en considération telles que
la sécurité, la portabilité, la réutilisabilité, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez compris. Est-ce que c'est bon? Que quelqu'un me répond. La personne qui a posé la question, est-ce que c'est bon? S'il vous plaît. Oh, oui, madame. Voilà. Ok. J'espère que les autres aussi, ils ont bénéficié de... Oui, madame. Voilà. Donc, je continue. J'espère qu'il ne va pas redémarrer. Voilà, donc on avait terminé la première partie, c'est les exigences de qualité. Exigence, it's a requirement. Donc, software quality requirement. Les exigences de qualité pour un logiciel. Donc, maintenant, on va voir côté développeur, parce que tout à l'heure, c'était côté utilisateur. Par exemple, côté utilisateur, il voudrait bien, il voudrait bien avoir, par exemple, un logiciel complet. L'utilisateur voudrait bien avoir un logiciel facile d'utilisation, un logiciel qui soit performant, qui fait les choses bien, de façon efficace, qui soit sécurisé pour qu'il sécurise ses données et le partage de ses données, qui soit interopérable pour le faire communiquer sur plusieurs plateformes, peut-être matérielles et logicielles. Par exemple, je peux avoir, par exemple, un logiciel qui marche très bien sur un système Windows et un système, par exemple, OS 2. Un système qui marche avec du Java et avec C Sharp. Donc, avec deux langages différents. Donc, interopérable. Qui marche sur un PC, qui marche sur un notebook, sur un smart, etc. Donc, ça, c'est les exigences du point de vue utilisateur. C'est-à-dire ce que l'utilisateur voudrait avoir comme exigence de qualité pour le logiciel qu'on développe pour lui. Maintenant, il y a des exigences de qualité du point de vue développeur. Point de vue développeur, on voudrait avoir les paramètres de qualité suivants. Il faut que le logiciel soit valide, il faut qu'il soit fiable, flexible, efficace, portable, réutilisable, testable, qu'il faut qu'il soit intègre, donc qu'il bénéficie du caractère d'intégrité. Il faut qu'il soit maintenable et possibilité de le modifiable. D'accord? Donc, essayons de voir un petit peu ces critères, ce que veut dire les différents critères qu'on a énoncés. Par exemple, validité. Validité, en fait, elle inclut trois mots en même temps. Validité veut dire quoi? Validité veut dire que le logiciel me délivre des choses correctes. Donc, par exemple, quand il fait une opération, il ne me délivre pas quelque chose de faux. D'accord? Donc, les traitements qu'il fait sont corrects. Donc, j'arrive à prouver sur des cas, sur le test de certains cas, que ce qui m'a remis, c'est correct. Que ce soit pertinent, précis, donc pertinent et précis, et que ce soit conforme aussi. Ça reflète la conformité, donc qu'il soit conforme. C'est la validité, en fait, comment on l'a défini? Et on l'a défini, c'est l'habilité d'un logiciel à accomplir exactement les exigences telles qu'elles ont été définies par l'utilisateur, l'utilisateur. L'utilisateur nous a demandé de faire tel et tel et tel. Eh bien, le logiciel... Désolée, madame. Alors, le lettre est accepté. D'accord, ok. Attends, ما سمعتهمش d'habitude. Bon, معليش. Admit. Yes. Voilà, très bien. Donc, revenons au logiciel. Voilà, donc validité veut dire quoi? Veut dire l'utilisateur nous a demandé un certain nombre de spécifications, d'exigences, si vous voulez, traduit à travers des besoins qu'on a écrits dans un cahier de charge. Ces besoins tels qu'il les a décrits, on les a réalisés exactement tels qu'il a demandé dans le logiciel. Ça veut dire notre logiciel, il est valide parce qu'il est conforme à ce que nous a demandé le client, l'utilisateur, d'accord? Donc, correctness, donc il est correct parce que le logiciel doit nous délivrer des résultats corrects. Quand il fait des traitements, on n'aboutit pas à des contradictions, d'accord? Exemple, par exemple, si je veux calculer, par exemple, un certain montant, une taxe de 21%
taxe sur un montant, sur un montant. Donc, ça veut dire le montant, je vais le multiplier par 0,21 d'une facture, enfin une invoice, d'une facture. Donc, ici, quand il va calculer la taxe qui est égale au montant multiplié par 0,21, normalement, ce calcul doit me donner la quantité correcte. Je ne retrouve pas, par exemple, quelque chose qui est faux. D'accord? Je ne peux pas retrouver quelque chose de faux. D'accord? Donc, l'opération doit être correcte. Donc, tel qu'il a exécuté, donc ça veut dire qu'il va faire taxe reçoit amount multiplié par 0,21. Donc, quand je vais afficher la valeur de taxe, supposons que amount c'est égal à 100, supposons amount égal à 100, 21%, donc ça veut dire taxe, je vais être égal à 21. Supposons le amount c'était 200, donc taxe, elle serait égale à 0,21 fois 200, donc je retrouve un peu 42, et ainsi de suite. Il faut que le calcul soit correct. Donc c'est ce qu'on appelle le correctness. Ici, le calcul est correct, il est précis, il est conforme, ce calcul est conforme à ce que nous a demandé l'utilisateur, ça veut dire notre logiciel, il est valide. Il est caractérisé par cette qualité de validité. Ça veut dire le end user, le user ou bien le client, va l'accepter parce que c'est ce qu'il a demandé et c'est ce qu'il a retrouvé. On ne l'a pas dupé, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait le contraire de ce qu'il a demandé. Donc, ça veut dire la qualité de validité, c'est important pour, aussi bien pour le développeur que pour l'utilisateur aussi. Alors ici, on vous explique qu'est-ce que c'est une exigence, la requirement. Ça décrit ce que l'utilisateur veut du logiciel, du système logiciel. Donc ces exigences, these requirements, peuvent être fonctionnelles ou bien non fonctionnelles. D'accord? Donc, ça veut dire les exigences ou bien les besoins utilisateurs, ça peut être quelque chose de fonctionnel ou bien non fonctionnel. Fonctionnel, c'est lorsque je décris les fonctions intrinsèques du logiciel demandé. Par exemple, gestion d'une section, par exemple, section EASY, gestion de la section EASY pour chaque enseignant. Chaque enseignant demande la liste des étudiants, il demande à faire le cours pour des étudiants, tel jour, le TD tel jour, tel créneau, à faire l'examen, à faire les notes, la moyenne, à afficher aux étudiants. Tous ces traitements-là, ça fait partie de la gestion d'une section, d'accord? Donc, les besoins fonctionnels, il faut que ça soit dans ce contexte-là. Donc, la moyenne, l'affichage des notes, etc. Donc, ça, c'est des exigences fonctionnelles. Les exigences ou bien les besoins non fonctionnels, ce sont des besoins qu'on devra prendre en charge dans un logiciel pour un petit peu le compléter parce qu'il y a des fonctions qu'on doit absolument prendre en considération comme l'aspect sécurité des données. D'accord? Donc, il y a un deuxième critère de qualité, c'est le critère de fiabilité. Fiabilité veut dire quoi? Je peux faire confiance à ce logiciel. Donc, parce qu'il réagit correctement en face d'une situation anormale. Supposons, parmi les exemples qu'on a donnés ici, par exemple, supposons il rencontre une donnée qu'il va diviser par 0. Donc, théoriquement, ça c'est une exception. Si le développeur n'a pas pris en considération l'exception lorsqu'il y a une division par 0 pour afficher un message qui ne soit pas trop brusque pour l'utilisateur, disons, attention, vous avez introduit une valeur égale à 0, donc la division, elle est impossible. Donc, si l'utilisateur voit ce message-là, il comprendra, il ne sera pas paniqué. Mais supposons que le développeur n'a pas pris en considération la gestion des exceptions. Qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que le programme va s'arrêter et il y aura l'affichage de l'exception du langage. Donc, l'écran, il peut être bleu avec des tas des tonnes de texte, avec de l'anglais, etc. Donc, l'utilisateur ne va rien comprendre. Donc, il va dire, ce logiciel, il ne vaut pas un clou.
Donc, je ne peux pas faire confiance à ce logiciel parce qu'à un moment donné, il crache. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, un logiciel fiable, il faut qu'il met à l'aise celui qui l'utilise. Ça veut dire à un moment donné, s'il y a des conditions anormales ou bien inhabituelles, comme la division par zéro, il réagit de façon correctement. Et il réagit de façon correctement, pourquoi? Parce que le développeur, lors du développement, il a pris tous les cas euh, d'exception, les cas inhabituels, des conditions anormales, etc., il leur a prévu un traitement adéquat. Par exemple, lorsqu'il y a division par zéro, par exemple, il a prévu l'affichage d'une fenêtre disant attention, il y a une valeur qui est égale à zéro en division impossible. Par exemple, ici, parmi d'autres exceptions, regardez, donc, supposons il y a votre logiciel communique avec plusieurs postes à travers le réseau. À un moment donné, il n'y a plus de réseau. Donc, il n'y a plus de connexion, il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus de réseau. Donc, à un moment donné, donc, ça bloque. Donc, il faut que votre logiciel permette de lever cette exception, disons momentanément indisponible à cause du réseau qui est déconnecté. Exemple. Par exemple, supposons vous avez un traitement genre vous voulez accéder à un fichier. Or que ce fichier, il a été supprimé sur votre disque. Donc, c'est un accès sur un fichier qui est inaccessible. Donc, si le développeur n'a pas prévu un message dans ce sens-là, donc il y aurait genre un message genre exception du langage. Mais s'il a prévu, donc il va tester. Donc, dans le programme, il mettra une instruction pour tester si le fichier existe, donc ouvrir le fichier, afficher son contenu. Sinon, else, donc sinon, fichier inexistant, il a été sûrement supprimé. Donc, c'est ce qu'on appelle, si les traitements se font de cette façon-là, votre logiciel, il est de qualité sur le plan fiabilité. On peut lui faire confiance. Il ne va pas nous lâcher en cours de route. Ça veut dire en cas d'exception ou bien en cas de conditions inhabituelles, donc il réagit correctement. Une autre qualité, c'est la flexibilité. Euh, donc, ça veut dire flexibilité, ça veut dire il n'est pas rigide. Le logiciel n'est pas rigide. Si je l'ai programmé d'une certaine façon, supposons à un moment donné, les exigences de l'utilisateur ou bien du client ont changé en cours. Il faut que, il faut que le changement soit facile. Le système peut s'adapter facilement aux différents changements. S'il y a changement, donc on peut adapter facilement le système sans trop le modifier. Donc on arrive à modifier les quelques petits trucs pour s'adapter aux nouveaux changements des exigences. Donc si le système, on le change de façon très facile, on arrive facilement à l'adapter aux nouvelles exigences, au changement des exigences, ça veut dire que notre système, il est flexible. Plus facile on adapte et plus il est flexible. D'accord. euh, donc, une flexibilité haute, une haute flexibilité veut dire quoi du système? Ça veut dire qu'il peut s'adapter au changement des futurs, des exigences. Donc, de façon très efficace sur le plan temps et sur le plan le coût. Donc, ça veut dire on arrive à faire les changements, à s'adapter aux nouveaux changements sans perdre trop de temps et sans investir beaucoup d'argent. D'accord? Facilement, on arrive à faire les changements et le système, il s'adapte. Et si le système a cette qualité, ça veut dire il a une qualité intéressante parce que cette flexibilité fait gagner aussi bien le développeur que l'utilisateur. Parce que le développeur, il va fournir moins d'efforts parce qu'il adapte facilement. Et l'utilisateur aussi est intéressant pour lui parce que lorsqu'il change des exigences, donc les changements ne vont pas tarder à être pris en charge par le développeur. Donc du coup, il reçoit le résultat plus rapidement. Donc vous avez aussi une autre qualité, c'est l'efficacité. Donc l'efficacité veut dire, c'est-à-dire sur le plan traitement, c'est l'habilité du système à utiliser le moins de ressources possible. Moins de ressources, que ce soit des ressources hard, par exemple, moins de temps machine, moins de mémoire, ou bien soft. Par exemple, s'il a besoin, par exemple, d'une bibliothèque ou bien d'un logiciel externe. Donc, il utilise le minimum pour accomplir les tâches, les différentes fonctionnalités.
Sur le plan hardware resources, les ressources hard, donc ça inclut le CPU, le temps machine, le temps d'exécution, donc le CPU, processeur, la mémoire, la bande passante du réseau, the bandwidth of network communications, et l'efficacité à exécuter, par exemple, les traitements. Par exemple, une opération qui dure en moyenne, par exemple, disons 5 microsecondes, lui, il arrive à l'exécuter dans une microseconde. Donc, il utilise moins de CPU. C'est ce qu'on appelle un logiciel efficace. Il exécute bien, de façon très rapide, sans investir trop de ressources, que ce soit soft ou bien hard, mais spécialement hard, sur le plan traitement et ressources. D'accord? Alors, la portabilité, c'est quelque chose d'intéressant comme qualité d'un logiciel. Pourquoi? Parce que si vous avez un logiciel portable, c'est comme si vous pouvez le prendre dans une valise et voyager avec. Et là où vous êtes, vous atterrissez, vous arrivez à travailler avec ce logiciel, peu importe là où vous êtes. Ça, peu importe sur quelle machine, sur quel système d'exploitation. Donc, si vous avez, par exemple, un Windows, vous arrivez à exécuter votre logiciel. Si vous avez un Macintosh, vous arrivez à exécuter votre logiciel. Si vous avez un Linux, vous arrivez à exécuter votre logiciel et ainsi de suite. Euh, Par exemple, c'est l'exemple le plus typique, c'est la JVM, de Java Virtual Machine. Ce Java, par exemple, j'ai un logiciel qui va s'exécuter dans une machine virtuelle Java. Donc, si mon logiciel s'exécute sur une machine virtuelle Java, cette JVM me prodigue ou bien m'apporte une grande portabilité pour mon logiciel. Pourquoi? Parce que je peux exécuter mon logiciel là où je veux, que ce soit sur Windows, sur Linux ou bien sur d'autres machines telles que Intel, Macintosh, etc. Parce que mon logiciel, j'aurai à transporter pas l'exécutable, mais plutôt le bytecode et n'importe où là où il y a une JVM qui est installée, que ce soit sur Windows, sur Linux, etc., je pourrais exécuter mon logiciel. Donc, mon logiciel, de cette façon, il devient portable. Donc, je peux le porter là où je veux. Il peut être transféré d'un environnement software ou bien hardware à un autre et être relogé et s'exécuter sans aucun problème, aucune restriction. Alors, il y a une autre qualité intéressante, c'est la réutilisabilité. Réutilisabilité, c'est une qualité vraiment formidable. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à concevoir, réaliser un logiciel en petits morceaux, ça, on dirait des petits morceaux qui composent votre logiciel. Et ces petits morceaux, ils sont un petit peu indépendants, mais les petits morceaux, ils ont des interconnexions entre elles. Ça veut dire une a besoin de l'autre. Mais à l'intérieur d'un petit morceau, il s'exécute tout seul. Il est indépendant. Euh, dans ce cas-là, supposons que vous avez développé un logiciel une première fois, vous avez utilisé 4 morceaux de code. Et puis là, parmi les 4 morceaux de code, vous voulez développer une autre fois un autre logiciel, vous pouvez prendre au moins 2 ou 3 des morceaux que vous avez déjà développés et vous allez les faire composer avec d'autres morceaux dans le nouveau logiciel. Ça veut dire ce que vous avez déjà réalisé, vous pouvez le réutiliser une deuxième fois sans refaire sa programmation, sans pouvoir refaire le codage. Donc, vous avez conçu et développé une seule fois, mais vous utilisez une fois. Le meilleur exemple de ce cas de réutilisabilité, c'est les bibliothèques. Par exemple, si je prends la bibliothèque math.h, par exemple, lorsque vous avez travaillé en C, en première année algorithmique, vous utilisez à chaque fois math.h pour faire des calculs de certaines fonctions, par exemple racine carrée ou bien la puissance, etc. Alors maintenant, cette bibliothèque math, vous pouvez l'utiliser lorsque vous faites votre programme algorithmique en C, et je peux l'utiliser lorsque je fais mon programme en C#, et je peux l'utiliser lorsque je fais mon programme en C++. Je peux l'utiliser, la bibliothèque math, lorsque je fais un programme en Java. Donc, ça veut dire que cette bibliothèque ou bien ce logiciel math, c'est un composant, si vous voulez, que je peux réutiliser un peu partout. Il a été développé une seule fois
Mais toutes les fois où les gens ont besoin de lui, ils lui font appel pour être réutilisé. Donc, c'est ce qui est intéressant pour votre développement. Si vous arrivez à développer des logiciels de cette façon-là, en petite partie, réutilisables, c'est vraiment formidable parce que vous allez fournir l'effort une seule fois pour développer des parties de logiciels, mais vous allez les réutiliser une fois. Toutes les fois où vous en avez besoin. Vous n'avez qu'à les composer avec les nouvelles parties d'autres logiciels à développer dans le futur. Donc, la réutilisabilité, ça permet de réduire le coût. Parce que si vous développez une première fois, vous avez pris, par exemple, supposons 4 mois à développer, sinon 6 mois. Lorsque vous allez développer une deuxième fois, vous n'allez pas prendre autant de temps, ni vous allez investir autant d'argent. Parce qu'au lieu de développer dans 4 autres mois ou 6 mois, vous allez développer en un mois. Parce que la moitié du nouveau logiciel, il est déjà développé dans d'autres parties que vous avez fait auparavant. Et vous n'avez qu'à les réutiliser dans le nouveau développement de votre logiciel. Attendez, je vais voir, il y a des gens qui arrivent. Je sais pas. Attendez. Non, 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 c'est pas ça. Voilà. Attendez. Ok. Donc, la réutilisabilité, c'est quelque chose de très, très important. Vous faites l'effort une seule fois, mais cet effort-là, vous allez réutiliser ce que vous avez déjà développé une fois, autant de fois que vous voulez. Voilà. Donc maintenant, l'autre qualité, c'est la testabilité. Pouvoir tester de façon facile pour détecter les erreurs de votre logiciel. Donc, par exemple, avant de délivrer même le logiciel, vous pouvez faire des tests pour détecter des erreurs. Et votre logiciel, il est de qualité sur le plan testabilité, c'est lorsqu'il permet de test, ça vous permet de tester les parties du programme de façon rapide et facile, euh, avec aucun besoin d'avoir une interface pour le faire. Donc, directement, vous arrivez à tester des parties de code et vous arrivez à les exécuter de façon facilement. Et puis, ça vous permet de détecter beaucoup d'erreurs et de les réparer autant opportun. Donc, et ça vous permet de corriger ces erreurs-là avant même de délivrer le logiciel à l'utilisateur. Donc, l'intégrité aussi, c'est une qualité intéressante. Donc, il faut que votre système en entier soit intègre, c'est-à-dire que donc il faut qu'il soit consistant sur tous les aspects de la programmation, c'est-à-dire qu'il doit suivre des normes pour le codage, des conventions pour le nommage des parties, par exemple des fonctions, des noms, etc. Donc il faut, par exemple, lorsque vous programmez, il faut que celui qui voit votre code, il faut qu'il sache que c'est un programmeur expert. Ce n'est pas un programmeur à la sauvette. D'accord? Donc, vous devez suivre impérativement les conventions et les codes dans ce sens-là. La maintenabilité, vous savez bien qu'un logiciel n'est jamais fini. Donc, il y a toujours une version bêta, version 1, version 2. Vous n'avez qu'à avoir, par exemple, les versions de Windows. Il n'a jamais été un Windows définitif. Toujours, il y a des nouvelles versions qui apparaissent. C'est la même chose pour tout autre logiciel. Parce que la maintenance, c'est important. Pourquoi? Pour corriger les erreurs, pour supprimer, par exemple, des fonctionnalités qui deviennent obsolètes, par exemple, pour perfectionner certaines fonctions, pour rajouter d'autres, etc. Donc, la maintenance, c'est important dans ce sens-là. Donc, je vous ai dit, donc, le logiciel, lorsque vous le créez, il va naître pour la première fois, on va l'utiliser, il va continuer à vivre jusqu'à un moment donné, on n'en a plus besoin, il devient obsolète, on le supprime. Mais tant qu'il vit, donc il sera appelé on sera appelé en tant que développeur à lui faire de la maintenance pour le maintenir en bon fonctionnement. D'accord? Voilà.
Donc, et la maintenance, ça peut avoir plusieurs aspects. Donc, je peux avoir 4 types de maintenance, préventive, corrective, adaptative, perfective, et chacune a un rôle particulier. Préventive, par exemple, ça permet de s'assurer que le logiciel a été révisé et testé au maximum avant même de le remettre au end user. Donc, on prévoit toutes les possibilités d'erreurs, défaillances pour pouvoir les corriger avant de livrer à l'utilisateur. Correctif, par exemple, c'est lorsque, par exemple, l'utilisateur commence à l'exploiter, il a des bugs et des erreurs, on corrige. Donc, on adapte une maintenance corrective. Adaptative, si, par exemple, on change d'environnement. Par exemple, on travaillait sur Windows, maintenant on travaille sur Linux, ou bien en travaillant en monoposte, maintenant on va travailler sous réseau. Donc, ça veut dire qu'on va adapter le logiciel selon les exigences du nouvel environnement d'exécution, matériel et logiciel. Perfectif, c'est lorsque je veux améliorer les fonctionnalités déjà disponibles sur le logiciel. Je veux améliorer dans le sens ajouter, modifier, supprimer. Donc, tout ça, ça fait partie de l'amélioration. Et en dernier, donc modifiabilité, en fait, c'est comme la maintenabilité, c'est pouvoir facilement modifier et apporter les changements au logiciel pour les différentes fonctionnalités. Voilà. Donc, c'est la modifiabilité, en fait, ça complète un peu la maintenabilité, mais si un logiciel est facilement modifiable, ça veut dire que sa maintenance, elle est facile aussi. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour un peu du cours. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît. Non, madame. Vous avez des questions? Non? Oui, madame. Oui? Madame, l'exigence de le client, Oui. il met le programmeur, c'est ça? Il me donne le programmeur de façon officielle. Ça veut dire c'est un Oui, contrat. dans Donc, un cahier de charge, oui. dans le cahier de charge. Ouais, le cahier de charge, en fait, le vrai cahier de charge, fait les exigences. C'est le côté. Parce que le cahier de charge, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est un document fait bzef حوايج. Parmi les Oui, choses madame. différentes, les lois, fait le canon الفلاني, si jamais combien je dois lui payer, est-ce que je le paye cash, si jamais il ne me remet pas dans les délais, est-ce qu'il y a une pénalité? ومن بعد في هذاك le cahier de charge كاين une partie technique. La partie technique, c'est elle qui intéresse le programmeur. Vas-y, pose ta question. Ok, madame. Ou l'exigence d'un programmeur, les méniconos. Non, ce n'est pas l'exigence d'un programmeur, c'est-à-dire que pour le programmeur, on exige, regarde, attends, parce que c'est des exigences de qualité, ce n'est pas les exigences des besoins. Les besoins, c'est ce que l'utilisateur veut comme fonctionnalité. Mais en termes de qualité, qu'est-ce qu'il veut? Ah, qu'est-ce qu'il Par veut exemple, si je prends le programmeur ou qu'est-ce qu'il veut le client? voilà, qu'est-ce qu'il veut comme critère de qualité? Par exemple, Hadouma, par exemple, si je prends Hadou, les exigences de qualité pour le programmeur. On exige du programmeur que son programme soit valide, qu'il soit fiable, qu'il soit flexible, qu'il soit efficace, qu'il soit portable, réutilisable, testable, intègre, maintenable et modifiable. Ce sont des exigences qu'on exige du programmeur en termes de qualité de programmation. Alors que les autres, c'était quoi? C'est les exigences que l'utilisateur, il exige un certain nombre de qualités du logiciel qu'on va lui délivrer. On va lui délivrer un logiciel, donc il a des exigences de qualité. Il nous dit, écoutez, il faut que le logiciel que vous me donnez, il faut qu'il soit disponible. Il ne faut pas qu'il crache à chaque fois, d'accord? Il ne faut pas qu'il y ait un crash du système. Il faut qu'il soit interopérable, ça veut dire j'arrive à le fonctionner sur plusieurs postes, donc plusieurs systèmes différents. Il faut qu'il soit sécurisé, donc les accès aux données, etc. Il ne faut pas qu'il y ait des failles. Il faut qu'il soit performant, il arrive à exécuter de façon correcte en un laps de temps intéressant. Il faut qu'il soit facilement d'utilisation, donc ça veut dire je ne vais pas me casser la tête à lire les manuels, etc.
il faut qu'il soit complet. C'est-à-dire, je retrouve tous les besoins, les fonctionnalités que j'avais demandées dans le cahier de charge. Donc, ça, c'est des exigences de qualité du logiciel. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, madame, c'est bon, merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il ne faut pas hésiter à poser n'importe quelle question parce que, première, s'il vous plaît, non? Donc, j'attends s'il y a quelqu'un qui se manifeste pour poser une question. Il n'y a pas de question? Bon, donc c'est pas encore 19 heures, il nous reste un peu de temps. Est-ce que vous voulez qu'on entame un nouveau cours? Non, madame. Non, on n'entame pas, donc peut-être c'est saturé pour vous. Il n'y a pas d'autres questions, s'il vous plaît? Non, Des il n'y a questions pas de même? question. Comment? Il n'y a pas de question, c'est bon normalement. Tout est clair. Tout est clair? Voilà, donc, mais mazal عندكم الوقت, il est 18h39. Oui, madame, mais حابين نصلوا كان يوم صايم كان يكتب. Ah oui, d'accord, هذا وين أذن صح, tu as raison, أحسنت. Oui, d'accord. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, c'est vrai que lorsqu'on fait un cours en ligne, on passe plus rapidement que si on était en présentiel. Mais s'il n'y a pas de questions, j'espère que tout le monde a un petit peu compris, peut-être pas la totalité d'un coup, il faut que vous revoyez les diapos. Mais donc, j'espère que vous avez un petit peu saisi juste un aspect qui est intéressant, que maintenant, il faut réfléchir à développer un logiciel de qualité. Donc, il ne faut pas développer juste pour développer. Non, il faut que ce soit le développement, il faut qu'il répond à certains critères de qualité pour que vous puissiez dire que j'ai développé un logiciel. D'accord? Voilà. Donc, et puis, la qualité, elle est mesurable sur plusieurs critères. Il y a des critères beaucoup plus importants que d'autres par rapport à l'utilisateur et par rapport au développeur. Voilà. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc, je vous libère et on se verra, Inch'Allah, Yom Sabt. Madame, Naam. vous pouvez nous envoyer le cours. Oui, je vous envoie le cours. Je vais l'envoyer au délégué D'accord, et merci. il va partager. Merci. Voilà, je vais vous envoyer ce qu'on a fait en premier. Hein. Ne vous en faites pas, je vais vous envoyer le tour. Voilà, donc il va vous partager.